En manchette ce soir, le ministre responsable des Autochtones et des Inuits débarque en région. Il visite le nouveau poste de police à Témiscamingue First Nation. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de me tenir face à leur nouveau poste de police. Un documentaire percutant sur les surdoses avec des témoignages d'ici. Et 100 ans d'histoire pour le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda. Bon jeudi, quel plaisir d'être avec vous ce soir pour vous informer. D'abord, un Rouyn-Norandien de 27 ans a été arrêté pour des délits de nature sexuelle. Jérémy Lévesque a comparu pour différentes infractions comme leurre, possession et distribution de pornographie juvénile et d'incitation à des contacts sexuels. Les actes reprochés se seraient déroulés de janvier 2022 jusqu'en février 2025 envers des victimes d'âge mineur. Et même si actuellement plusieurs victimes sont connues, l'enquête tend à démontrer qu'il aurait pu faire d'autres victimes. Et sur Snapchat et Facebook, il aurait utilisé les pseudonymes Jérémy Lévé 2022 et GG. Et sur un tout autre sujet, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, est de passage dans la région aujourd'hui. Sophie, pourquoi il était du côté de Témiscamingue? Bien, c'est simplement une visite pour prendre le pouls, en fait, des enjeux qui touchent les communautés des Premières Nations de la région actuellement. Il était d'abord à Témiscamingue First Nation pour visiter le nouveau poste de police, un bâtiment en construction pour les travaux publics, l'école et le centre communautaire. Et par la suite, il va se rendre également à Wenawee, à Kehebawek ainsi qu'à Wolf Lake. Et il me disait que ce qui ressort de ces discussions avec les différents intervenants des communautés, c'est d'abord la crise du logement. Et il y a aussi également l'enjeu de la desserte policière régionale, notamment là, à Wenawee, oui. Et en effet, la sécurité publique, bien, ça reste une priorité avec un enjeu là, de présence de stupéfiants dans les communautés. Et finalement, il a aussi mentionné être assez préoccupé par l'accès à des médecins, à des soins de santé également. Mais globalement, là, il a été bien impressionné par ce qu'il a vu à Témiscamingue First Nation. Donc, je vous laisse l'entendre à ce sujet. C'est important d'être sur le terrain, d'entendre les gens, d'entendre les préoccupations, mais aussi de voir les réussites. Puis aujourd'hui, je suis extrêmement fier de me tenir face à leur nouveau poste de police. On a vu le nouveau garage municipal aussi qui est à être travaillé, l'école qui est agrandie, le centre communautaire. Écoutez, c'est une communauté qui se porte bien, dynamique, des gens qui sont heureux de travailler ici, qui veulent faire la différence pour le futur. Puis ça fait partie du travail de terrain. Puis avec nos députés en équipe, c'est comme ça qu'on y arrive. Avec toutes ces nouveautés, on peut dire que la communauté de Témiscamingue First Nation se refait une beauté, Sophie. Bien oui, notamment avec le nouveau poste de police là, où les équipes devraient déménager dès le 15 septembre. C'est un projet d'envergure qui va permettre d'augmenter la capacité du poste de police avec une équipe d'une quinzaine de policiers. C'est 8,5 millions de dollars qui ont été investis dans le projet. Et à cela s'ajoute la construction de nouveaux bâtiments pour les travaux publics qui devraient se terminer pour sa part en décembre. Je vous rappelle également que l'été dernier, on avait inauguré le nouveau centre communautaire de la communauté. Donc, Sean McLaren, le vice-chef de la communauté, nous en parle un peu plus en détail. C'était important pour venir voir notre communauté, venir voir qu'on a quelque chose de fier, qu'on fait quelque chose de beau ici. On met beaucoup de l'emphase dans nos jeunes, puis dans les aînés, puis notre communauté lui-même, l'infrastructure, c'est l'asphalte, les trottoirs, les beaux buildings comme la station de police et le centre communautaire. On veut montrer à lui, puis à le gouvernement qu'on est fiers de ce qu'on vient. Je vous parlais justement des enjeux de santé un peu plus tôt, mais je me trouve présentement à Témiscamingue où dans moins d'une heure, il y aura une rencontre là, pour adresser justement ces enjeux-là d'accès aux soins. On peut s'en reparler au bulletin de demain. Demain, assez préoccupant. Merci beaucoup, Sophie. Et on rejoint maintenant notre journaliste Élise du côté de Val-d'Or. Hier, à Rouyn-Noranda et Val-d'Or, l'organisme Arrimage a présenté un documentaire témoignage intitulé « La consommation, un monde stupéfiant, le tabou ». Donc, Élise, on donnait la parole à des gens de la région ici qui ont vécu de près des dépendances.
Oui, exact, à ceux qui consomment des substances, mais aussi ça a permis de montrer leur réalité sans tomber dans le sensationnalisme. Le reportage visait à leur offrir, à leur donner une voix, puis montrer à quel point, en fait, le tabou autour de la consommation nuit à leur vie, puis vraiment l'impact réel de la stigmatisation. Dans le reportage, on voit 5 témoignages de personnes qui ont un quotidien qui n'est pas marginal. C'est des personnes auxquelles on peut s'identifier. Même si c'est des témoignages anonymes, ça nous permet tout de même de mettre une image sur ces personnes, puis surtout de les humaniser. Catherine Jutras, qui est travailleuse de rue depuis plus de 10 ans, a mené ces entrevues, puis elle explique très bien le tabou qui existe encore autour de la consommation. On l'écoute. En fait, c'est pas juste la surdose, c'est la consommation, l'utilisation de substances, c'est tabou. Ça reste tabou parce que je pense qu'il y a une méconnaissance. Pas je pense, il y a une méconnaissance de l'utilisation de substances. Qu'est-ce qui amène la méconnaissance? À un moment donné, c'est l'œuf ou la poule aussi, là, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atténuer le tabou, parce que le tabou amène la stigmatisation amène le tabou. Bon, on part de où, là, maintenant? Là? Fait que, moi, je pense que c'est là qu'il faut partir faut en parler, mais de la réalité. Il faut arrêter de véhiculer des images stigmatisantes de la consommation. Et Élise, concrètement, qu'est-ce que le documentaire nous apprend sur les conséquences de cette consommation? On parle des conséquences, que ce soit la perte d'emploi, la perte même parfois d'enfants. On parle des conflits familiaux, des chicanes. C'est des réalités qui sont très lourdes. Puis, c'est un documentaire qui met de l'avant qu'on peut pas, en fait, atténuer l'impact on peut pas atténuer ces impacts sans commencer par comprendre sans juger, comprendre ce que la consommation vient combler dans la vie des personnes. Puis Catherine Jutras, en fait, nous invite vraiment avec son documentaire à réfléchir. Il faut commencer par le comprendre. Arrêter de juger la consommation, puis de voir aussi la consommation comme étant un symptôme à quelque chose d'autre. Tu sais, la consommation, c'est pas ça qui est épouvantable. C'est pas la consommation qui est épouvantable. Des fois, c'est à quoi tu es en train de t'adapter pour avoir besoin de consommer. C'est ça, moi, je pense, le message qu'on doit réfléchir. Ce soir, le documentaire sera présenté au mouvement de la relève d'Amos en région, puis en fait, le visionnement a lieu en ce moment où on se parle, puis se termine à 20h. Un documentaire qui risque d'être bien intéressant. C'est un sujet tellement préoccupant. Merci beaucoup, Élise. Je vous en prie. Et alors que la ville de Rouyn-Noranda se dirige vers son 100e anniversaire aujourd'hui, le Centre de services scolaires a dévoilé sa programmation pour son centenaire. Roxane Caillouette, notre nouvelle journaliste, nous dit comment l'organisation compte souligner le tout. Donc, 100 ans d'éducation, 100 ans de valorisation, 100 ans d'activités de beaux souvenirs, 100 ans à construire, à transmettre, à bâtir. C'est devant plusieurs employés et élèves de l'École Notre-Dame de Protection qu'ont été officiellement lancées les festivités du 100e anniversaire du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda. Plusieurs activités sont proposées, comme des ateliers culturels pour les élèves, une exposition sur le passé des services éducatifs et une cérémonie commémorative. On touche tous les élèves, sans exception, toutes les classes. Donc, le personnel qui est volontaire ont accès à des activités. Les visites, c'est pour les élèves aussi. La pièce de théâtre, c'est pour nos élèves du secondaire et de la formation des adultes. Donc, il y a des activités pour tout le monde. Formation du préscolaire à la formation professionnelle. Il y a des écoles qui vont présenter les activités ou les œuvres qu'ils ont fait. Et il y a le centre d'exposition qui va être ouvert à tous les parents. Pour revisiter les moments marquants de l'organisation, un recueil de photos d'archives avec des témoignages a été créé par plusieurs acteurs du milieu scolaire. On voulait avoir une base pour que les élèves puissent travailler, faire des projets. Donc, pour faire des projets sur le 100e, il faut toujours bien connaître l'école, notre école de fond en comble. Donc, c'est cette idée-là qui m'est venue pour qu'on puisse faire ce projet. Ça a été un travail de plusieurs mois de recherche, d'écriture, de mise en page. Il aurait fallu plus, honnêtement, pour chercher encore plus loin, ce qui fait qu'on a les grandes lignes des écoles, mais passionnée comme je suis d'histoire, j'aurais aimé aller plus loin. Mais on a commencé, on a fait ça l'année dernière.
Un documentaire sera également tourné par le réalisateur rouyn-norandien Dominique Leclerc. C'est un documentaire sur les 100 premières années du centre de service scolaire. Ça va être projeté au Théâtre du Cuivre en mars, donc vous allez recevoir évidemment les invitations et les dates pour ça. Les activités du 100e du Centre de service scolaire de Rouyn-Noranda sont officiellement commencées. Les activités culturelles, historiques et éducatives seront présentées aux élèves des différentes écoles tout au long de l'année. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et les localités de la région ont une ressource de plus pour les appuyer dans leurs besoins en ingénierie. La Fédération des municipalités du Québec ouvre un bureau régional à Malartic, dans les anciens locaux de la Caisse des Jardins. Des ingénieurs embauchés par la FQM pourront offrir leurs services à un coût généralement moins élevé que les firmes privées. Donc, les premiers employés entreront en place d'ici quelques semaines. Le fait d'avoir cette expertise-là de terrain, on voit les problématiques, on voit ce qu'on a de besoin, puis ça alimente l'équipe politique pour faire nos demandes auprès du gouvernement. Parfois, les demandes sont monétaires, mais souvent sont dans des règlements, dans des applications, dans des choses distinctes d'une région à l'autre. Les besoins ne sont pas pareils. Puis lorsqu'on est sur le terrain, on va chercher cette expertise-là qui nous aide énormément à pouvoir intervenir auprès du gouvernement dans chacun des dossiers. Ça garde des professionnels chez nous, ça attire des professionnels chez nous. Ça revitalise, ça occupe un bâtiment au centre-ville qui avait été délaissé par la Caisse des Jardins, malheureusement, qui est encore... pour toute la population, quelque chose qui était inacceptable. Mais à un moment donné, il faut accepter, il faut se virer de bord pour trouver des solutions. Bien, on occupe un bâtiment qui était vide maintenant, puis on va, avec ça, faire des économies puis avoir des services de proximité. Et en éducation, le nombre d'étudiants qui font leur entrée au cégep dans la région est en hausse de 0,3 %, donc seulement 6 personnes de plus qu'à pareille date l'an dernier. Selon les données de la Fédération des cégeps, c'est la plus faible augmentation à travers les établissements de la province. Des régions moins populeuses que la nôtre, comme la Côte-Nord ou la Gaspésie, voient leur population collégiale augmenter d'environ 5 %. La Fédération des cégeps se réjouit quand même de la hausse généralisée à travers le Québec, mais s'inquiète des nombreux enjeux que doivent faire face le réseau, dont les restrictions budgétaires, le manque d'espace et les infrastructures vieillissantes. Et sur un autre sujet, c'est maintenant au tour de la Fédération des chambres de commerce de l'Abitibi-Témiscamingue de dénoncer l'inaction du gouvernement face au déséquilibre fiscal régional, un déficit qui freinerait largement le développement du territoire, selon elle. Et malgré l'envoi de 22 demandes formelles au ministère, à Hydro-Québec, aux chefs des partis provinciaux et au premier ministre aussi, François Legault, seules 4 réponses ont été reçues. Ce qui, toujours selon la Fédération, démontre un manque flagrant de reconnaissance des enjeux économiques de la région. Et cette semaine aussi, la Conférence des préfets régionales avait dénoncé la même situation, soit un déséquilibre fiscal annuel qui pourrait s'élever jusqu'à 822 millions de dollars. Et ensuite, tôt ce matin, à Rouyn-Noranda, un policier a intercepté un véhicule qui roulait à 140 km/h dans une zone de 50 km/h. Ça s'est produit sur l'avenue Québec, près de la rue Tachereau. L'homme de 39 ans de Duhamel-Ouest a reçu un constat d'infraction de plus de 1 700 $ assorti de 18 points d'inaptitude. Et son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours. Bon, comme on le rappelle, et comme le rappelle la Sûreté du Québec surtout, la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur nos routes. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous qu'il y a suffisamment de sensibilisation autour de l'utilisation et la dépendance aux stupéfiants? Vous avez répondu non à 76 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La 37e édition de la Foire du camionneur de Barrault commence demain. Plusieurs spectacles et activités vous attendent. On vous en dit plus après la pause. Les
SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Les 22 et 23 août 2025, Centerre a accueilli la 2e édition du Festival du Mont-Bel. Rassemblant plusieurs centaines de personnes, l'événement a proposé des activités variées allant de l'humour au sport, en passant par la musique en plein air, confirmant sa place parmi les rendez-vous estivaux de la ville. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut! Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, la 37e édition de la Foire du camionneur de Barraud commence demain. Ça va danser, ça va sentir le gaz en fin de semaine à Barraud-Quémélia. Demain, eh bien, c'est David Pinault qui commencera le festival avec son spectacle Maudit fou, suivi de la grande messe hommage au cowboy fringant. Ensuite, samedi, les compétitions de coureurs vont commencer dès 10h. Et en soirée, c'est Phil Lauzon qui présentera son hommage à Luke Combs et plus encore. Dimanche en soirée, ne manquez pas Julie Duguay et le Northwest Country Band. Des activités familiales vous attendent également tout au long de la fin de semaine. Voici comment le président se sent là, à l'aube du festival. Encore une grosse édition cette année, des courses de camions spectaculaires, de beaux spectacles à l'Arena qui sont d'ailleurs déjà complets pour le vendredi et le samedi. Un événement spectaculaire. Un tirage moitié-moitié qui est encore en branle, qui est déjà rendu à 110 000 $. Alors, une très belle édition en perspective. Habituellement, je vous dirais que le vendredi est souvent à guichet complet. Le samedi, c'est plus rare, mais cette année, là, tous nos spectacles sont déjà complets, plus aucun billet de disponible. D'ailleurs, j'en profiterai pour dire à la population de faire très attention parce qu'il y a de la fraude là, sur Facebook et un peu partout pour des billets en revente. Là. Alors, je dirais aux gens de faire très attention. Et la première bonne raison, c'est qu'on est un des principaux événements en Abitibi où ça ne coûte rien d'entrer. Alors, les gens qui veulent venir nous voir, là, c'est gratuit. Qui viennent 1 heure, 2 heures ou 3 heures, c'est gratuit l'accès au site. La seule chose qui était payante, c'est les spectacles. Malheureusement, sont à guichet fermé. Mais sinon, pour venir voir les courses de camions, venir profiter des jeux gonflables avec vos enfants, les spectacles de magiciens pour vos enfants, c'est gratuit. Alors, il n'y a aucune bonne raison de ne pas venir à la Foire du camionneur de Barraud. La création de la nouvelle piste de course de camions avance aussi. Voici comment le processus va jusqu'à maintenant. Je vous dirais qu'on est encore à la base, mais ça avance quand même assez vite. On a eu des problèmes avec les permis environnementaux. Ça a été plus long que prévu. Il y a eu des vacances, la grève des ingénieurs. Mais ça avance, là. On va reprendre le dessus puis on va être prêt pour l'année prochaine. C'est vraiment pour la sécurité de nos spectateurs. Les camions sont de plus en plus performants. Il y a de plus en plus de bris. Plus que les camions sont performants, plus il y a de bris. Puis on ne veut pas qu'il arrive d'accidents déplorables, puis on ne veut pas qu'il y ait de spectateurs de blessés. Question d'assurance aussi, les assureurs nous demandent vraiment d'avoir un circuit fermé, fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Et une 33e saison débute aujourd'hui à l'Écart avec une programmation automnale complètement engagée dans laquelle les artistes explorent les liens entre la création, l'écologie, la mémoire, les luttes sociales et plusieurs autres sujets à travers leurs expositions. Le vernissage de ce soir réunit les artistes Lina Choi, Carole Priego et Anne Beaulé. Pour découvrir la programmation complète de l'automne, je vous invite à aller visiter le site web de l'Écart. Voici les exclusivités qui vous attendent ce soir et ce que ça signifie pour l'Écart d'avoir une programmation engagée. Bien, ça signifie que les artistes font partie de la programmation. Ils ont des projets à travers lesquels ils posent des questions sur la société, sur les enjeux actuels d'écologie, d'environnement. Donc, c'est plus le fait qu'ils questionnent. Bien, on a Lina Choi qui va faire une performance sonore à 5h30. Ça va durer une quinzaine de minutes. Donc, performance sonore avec l'eau. Et puis ensuite, chaque artiste va parler un peu de leur exposition. Puis il va y avoir aussi une lecture publique de Anne Beaulé et Gabriel Isagoré-Falardeau. C'est un projet spécial initié par l'Écart et les éditions du Quartz, donc une collaboration interdisciplinaire qui jumelait 2 artistes de différentes disciplines pour dialoguer sur une thématique commune. Donc, Anne travaille sur un projet d'exposition en même temps qu'un projet d'écriture. Et puis Gabriel travaille aussi sur un projet d'écriture. Donc là, elle nous présente un extrait
de ce qui s'est passé ce mois-ci, mais dans 1 an, ça va faire l'objet d'une publication du Quartz. Et je termine avec le Festival de musique émergente qui commence ce soir. On entend déjà un petit peu de musique à l'arrière parce que le party va pogner toute la fin de semaine à Rouyn-Noranda. Ce soir, c'est Billy Dupage, Bailey, Marie-Pierre Arthur et Jay Scott qui commencent cette édition 2025 du FME. C'est un rendez-vous partout dans Rouyn-Noranda tout au long du week-end. N'oubliez pas de télécharger l'application du FME pour ne rien manquer des spectacles surprises. Bon FME à tous et surtout, profitez-en au maximum. Les amoureux de l'été seront satisfaits puisque le soleil et les températures plus chaudes seront de retour. On vous en reparle après la pause dans le segment Météo. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. L'haltérophile Christine Girard sera l'une des ambassadrices du 100e de Rouyn-Noranda. Elle est justement originaire de la capitale du cuivre et elle a marqué l'histoire du sport canadien en devenant la première médaillée olympique en haltérophilie pour le pays. Elle est doublement médaillée, une première fois aux Jeux de Pékin en 2008 et une deuxième fois à Londres en 2012. Et parmi les autres ambassadeurs annoncés, il y aura aussi l'ancien joueur des Canadiens de Montréal, Régent Houle, qui a soulevé 5 fois la Coupe Stanley. Hello, ici Régent Houle, grand citoyen de Rouyn-Noranda au fil des années. Très heureux partout où je vais de promouvoir ma région, ma ville. Merci à vous tous. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, c'est une soirée assez froide qui attend les festivaliers pour la première soirée du FME. Exactement, Camélia. Ce soir, il ne faut pas oublier son coton watté et même son petit manteau parce que mieux vaut prévenir que guérir. Il va quand même faire froid parce que ce soir et cette nuit, partout en région, eh bien, ça va être nuageux avec peut-être quelques petites gouttelettes de pluie au courant de la soirée. On a un petit 40 de probabilité d'averse, autant du côté de l'Abitibi que du Témiscamingue, avec un minimum de 4 en Abitibi et de 7 au Témiscamingue. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est assez frisquet. Demain, au nord et au sud, on aura une alternance de soleil et de nuages avec encore un petit 30 de probabilité d'averse ce matin. Alors, peut-être quelques petites gouttelettes de pluie et un maximum de 18. Et en aperçu pour samedi, en Abitibi et au Témiscamingue, le soleil sera là avec un maximum de 22. C'est vraiment une belle fin de semaine qu'on a à l'horizon. Profitez du FME. Avec le beau temps, là, on n'a pas le choix. Oui, on profite des derniers moments de l'été. Merci beaucoup, Justine. Donc voilà, c'était l'essentiel des informations pour ce soir. Prochain rendez-vous demain pour nos 2 derniers bulletins de la semaine. Passez un excellent jeudi soir. À demain.